Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vous embarque à bord du Nautilus pour un voyage à 20 000 lieues sous les mers avec Jules Verne. Donc je vais vous lire bien évidemment le livre, son fabuleux roman 20 000 lieues sous les mers qui a été adapté au cinéma, à la télévision, au théâtre ainsi qu'en bande dessinée. 20 000 lieues sous les mers est un roman d'aventure et initiatique également où les héros pénètrent au cœur de l'inconnu, au fond des océans. Jules Verne s'appuie sur les connaissances scientifiques de son époque pour décrire le milieu marin. Il fait également œuvre d'anticipation, en imaginant la possibilité de descendre à des profondeurs encore inexplorées à cette date. Vous entendrez durant cette lecture beaucoup de termes scientifiques ainsi que mécaniques pour nous décrire donc l'univers marin et l'univers du Nautilus également. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux #VBN, lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons continuer la lecture. Tac, voilà. Bravo, capitaine, m'écriai-je. Mais comment le timonier peut-il suivre la route que vous lui donnez au milieu des eaux? Le timonier est placé dans une cage vitrée qui fait saillie à la partie supérieure de la coque du Nautilus et que garnissent des verres lenticulaires. Des verres capables de résister à de telles pressions? Parfaitement, le cristal, fragile au choc, offre cependant une résistance considérable. Dans des expériences de pêche à la lumière électrique faites en 1864 au milieu des mers du Nord, on a vu des plaques de cette matière, sous une épaisseur de 7 mm seulement, résister à une pression de 16 atmosphères, tout en laissant passer de puissants rayons calorifiques qui lui répartissaient inégalement la chaleur. Or, les verres dont je me sers n'ont pas moins de 21 cm à leur centre, c'est-à-dire 30 fois cette épaisseur. Admis, capitaine Nemo, mais enfin, pour voir, il faut que la lumière chasse les ténèbres, et je me demande comment, au milieu de l'obscurité des eaux, en arrière de la cage du timonier est placé un puissant réflecteur électrique, dont les rayons illuminent la mer, à un demi-mille de distance. Ah. Bravo, 3 fois bravo, capitaine. Je m'explique maintenant cette phosphorescence du prétendu narwal qui a tant intrigué les savants. À ce propos, je vous demanderai si l'abordage du Nautilus et du Scotia, qui a eu un si grand retentissement, a été le résultat d'une rencontre fortuite. Purement fortuite, monsieur. Je naviguais à 2 mètres au-dessous de la surface des eaux quand le choc s'est produit. J'ai d'ailleurs vu qu'il n'avait eu aucun résultat fâcheux. Aucun, monsieur. Mais quant à votre rencontre avec l'Abraham Lincoln, monsieur le professeur, j'en suis fâché pour l'un des meilleurs navires de cette brave marine américaine. Mais on m'attaquait et j'ai dû me défendre. Je me suis contenté toutefois de mettre la frégate hors d'état de me nuire. Elle ne sera pas gênée de réparer ses avaries au port le plus prochain. Ah, commandant, m'écriai-je avec conviction, c'est vraiment un merveilleux bateau que votre Nautilus. Oui, monsieur le professeur, répondit avec une véritable émotion le capitaine Nemo, et je l'aime comme la chair de ma chair. Si tout est danger sur un de vos navires soumis au hasard de l'océan, si sur cette mer, la première impression est le sentiment de l'abîme, comme l'a si bien dit le Hollandais Jensen. Au-dessous et à bord du Nautilus, le cœur de l'homme n'a plus rien à redouter. Pas de déformation à craindre, car la double coque de ce bateau a la rigidité du fer. Pas de gréement que le roulis ou le tangage fatigue. Pas de voile que le vent emporte, pas de chaudière que la vapeur déchire. Pas d'incendie à redouter, puisque cet appareil est fait de tôle et non de bois. Pas de charbon qui s'épuise, puisque l'électricité est son agent mécanique. Pas de rencontre
à redouter puisqu'il est seul à naviguer dans les eaux profondes, pas de tempête à braver puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité. Voilà, monsieur, voilà le navire par excellence. Et s'il est vrai que l'ingénieur ait plus de confiance dans le bâtiment que le constructeur, et le constructeur plus que le capitaine lui-même, comprenez donc avec quel abandon je me fie à mon Nautilus, puisque j'en suis tout à la fois le capitaine, le constructeur et l'ingénieur. Le capitaine Nemo parlait avec une éloquence entraînante. Le feu de son regard, la passion de son geste le transfiguraient. Oui, il aimait son navire, comme un père aime son enfant. Mais une question indiscrète peut-être se posait naturellement, et je ne pus me retenir de la lui faire. Vous êtes donc ingénieur, capitaine Nemo ? Oui, monsieur le professeur, me répondit-il. J'ai étudié à Londres, à Paris, à New York, du temps que j'étais un habitant des continents de la Terre. Mais comment avez-vous pu construire en secret cet admirable Nautilus ? Chacun de ces morceaux, monsieur Aronnax, m'est arrivé d'un point différent du globe et sous une destination déguisée. Sa quille a été forgée au Creusot, son arbre d'hélice chez Penn et Degré et Celsius de Londres. Enfin, c'est un C avec un petit rond, voilà. De Londres. Les plaques de tôle de sa coque chez Léard de Liverpool, son hélice chez Scott de Glasgow. Ces réservoirs ont été fabriqués par Caille et c'est Celsius, certainement, de Paris. Sa machine par Krupp, en Prusse. Son éperon dans les ateliers de Motala, en Suède. Ses instruments de précision chez Hart Frères, de New York, etc. Et chacun de ses fournisseurs a reçu mes plans sous des noms divers. Mais, repris-je, ces morceaux ainsi fabriqués, il a fallu les monter, les ajuster. Monsieur le professeur, j'avais établi mes ateliers sur un îlot désert, en plein océan. Là, mes ouvriers, c'est-à-dire mes braves compagnons que j'ai instruits et formés, et moi, nous avons achevé notre Nautilus. Puis, l'opération terminée, le feu a détruit toute trace de notre passage sur cet îlot que j'aurais fait sauter si je l'avais pu. Alors, il m'est permis de croire que le prix de revient de ce bâtiment est excessif. Monsieur Aronnax, un navire en fer coûte 1125 francs par tonneau. Or, le Nautilus en jauge 1500. Il revient donc à 1687 000 francs, soit 2 millions, y compris son aménagement, soit 4 ou 5 millions avec les œuvres d'art et les collections qu'il renferme. Une dernière question, capitaine Nemo. Faites, monsieur le professeur. Vous êtes donc riche. Riche à l'infini, monsieur, et je pourrais, sans me gêner, payer les 10 milliards de dettes de la France. Je regardais fixement le bizarre personnage qui me parlait ainsi. Abusait-il de ma crédulité ? L'avenir devait me l'apprendre. Chapitre 14. Le fleuve noir. La portion du globe terrestre occupée par les eaux est évaluée à 3 832 558 myriamètres carrés, soit plus de 38 millions d'hectares. Cette masse liquide comprend 2 250 millions de milles cubes et formerait une sphère d'un diamètre de 60 lieues, dont le poids serait de 3 quintillons de tonneaux. Et pour comprendre ce nombre, il faut se dire que le quintillon est au milliard ce que le milliard est à l'unité. C'est-à-dire qu'il y a autant de milliards dans un quintillon que d'unités dans un milliard. Or, cette masse liquide, c'est à peu près la quantité d'eau que verseraient tous les fleuves de la Terre pendant 40 000 ans. Durant les époques géologiques, à la période du feu succéda la période de l'eau. L'océan fut d'abord universel, puis peu à peu, dans les temps siluriens, des sommets de montagnes apparurent, des îles émergèrent, disparurent sous des déluges partiels, se montrèrent à nouveau, se soudèrent, formèrent des continents et enfin les terres se fixèrent géographiquement telles que nous les voyons.
Le solide avait conquis sur le liquide 37 657 000 carrés, soit 12 916 millions d'hectares. La configuration des continents permet de diviser les eaux en 5 grandes parties. L'océan glacial, Arctique. L'océan glacial, Antarctique. L'océan Indien. L'océan Atlantique. Et l'océan Pacifique. L'océan Pacifique s'étend du nord au sud entre les 2 cercles polaires et de l'ouest à l'est entre l'Asie et l'Amérique, sur une étendue de 145 degrés en longitude. C'est la plus tranquille des mers. Ses courants sont larges et lents, ses marées médiocres, ses pluies abondantes. Tel était l'océan que ma destinée m'appelait d'abord à parcourir dans les plus étranges conditions. « Monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, nous allons, si vous le voulez bien, relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage. Il est midi moins le quart. Je vais remonter à la surface des eaux. » Le capitaine pressa 3 fois un timbre électrique. Les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs. L'aiguille du manomètre marqua, par les différentes pressions, le mouvement ascensionnel du Nautilus. Puis elle s'arrêta. « Nous sommes arrivés, » dit le capitaine. Je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme. Je gravis les marches de métal et par les panneaux ouverts, j'arrivai sur la partie supérieure du Nautilus. La plateforme émergeait de 80 cm seulement. L'avant et l'arrière du Nautilus présentaient cette position fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare. Je remarquai que ces plaques de tôle, imbriquées légèrement, ressemblaient aux écailles qui revêtent le corps des grands reptiles terrestres. Je m'expliquais donc très naturellement que malgré les meilleures lunettes, ce bateau eût toujours été pris pour un animal marin. Vers le milieu de la plateforme, le canot, à demi engagé dans la coque du navire, formait une légère extumescence. En avant et en arrière s'élevaient 2 cages de hauteur médiocre, à parois inclinées et en partie fermées par d'épais verres lenticulaires. L'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus, l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route. La mer était magnifique, le ciel pur. À peine si le long véhicule ressentait les larges ondulations de l'océan. Une légère brise de l'est ridait la surface des eaux. L'horizon dégagé de brume se prêtait aux meilleures observations. Nous n'avions rien en vue, pas un écueil, pas un îlot, plus d'Abraham Lincoln, l'immensité déserte. Le capitaine Nemo, muni de son sextant, prit la hauteur du soleil qui devait lui donner sa latitude. Il attendit pendant quelques minutes que l'astre vînt affleurer le bord de l'horizon, tandis qu'il observait pas un de ses muscles ne tressaillait, et l'instrument n'eût pas été plus immobile dans une main de marbre. « Midi, dit-il. Monsieur le professeur, quand vous voudrez. » Je jetai un dernier regard sur cette mer, un peu jaunâtre, des atterrages japonais, et je redescendis au grand salon. Là, le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude, qu'il contrôla par de précédentes observations d'angle horaire. Puis il me dit « Monsieur Aronnax, nous sommes par 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest. » « De quel méridien ?» demandai-je vivement, espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité. « Monsieur, me répondit-il, j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de Paris, de Greenwich et de Washington. Mais en votre honneur, je me servirai de celui de Paris. » Cette réponse ne m'apprenait rien. Je m'inclinai et le commandant reprit. 37 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Paris et par 30 degrés et 7 minutes de latitude nord, c'est-à-dire à 300 milles environ des côtes du Japon. C'est aujourd'hui 8 novembre à midi que commence notre voyage d'exploration sous les eaux. « Dieu nous garde !» répondis-je. « Et maintenant, monsieur le professeur, ajouta le capitaine, je vous laisse à vos études. J'ai donné la route à l'est-nord-est, par 50 mètres de profondeur. Voici des cartes à grands points où vous pourrez la suivre. Le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer. » Le capitaine Nemo me salua. Je restai seul, absorbé dans mes pensées, toutes se portaient sur ce commandant du Nautilus.
Saurais-je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune? Cette haine qu'il avait vouée à l'humanité, cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles qu'il avait provoquées. Était-il un de ces savants méconnus, un de ces génies auxquels on a fait du chagrin, suivant l'expression de Conseil, un Galilée moderne, ou bien un de ces hommes de science comme l'Américain Maury, dont la carrière a été brisée par des révolutions politiques? Je ne pouvais encore le dire. Moi, que le hasard venait de jeter à son bord, moi, dont il tenait la vie entre les mains, il m'accueillait froidement, mais hospitalièrement. Seulement, il n'avait jamais pris la main que je lui tendais. Il ne m'avait jamais tendu la sienne. 1 heure entière, je demeurais plongée dans ces réflexions, cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi. Puis mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table et je plaçai le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées. La mer a ses fleuves comme les continents. Ce sont des courants spéciaux, reconnaissables à leur température, à leur couleur, et dont le plus remarquable est connu sous le nom de courant du Gulf Stream. La science a déterminé sur le globe la direction de 5 courants principaux. Un dans l'Atlantique Nord, un second dans l'Atlantique Sud, un troisième dans le Pacifique Nord, un quatrième dans le Pacifique Sud et un 5e dans l'océan Indien Sud. Il est même probable qu'un 6e courant existait autrefois dans l'océan Indien Nord. Lorsque les mers Caspienne et d'Aral, réunies au grand lac de l'Asie, ne formaient qu'une seule et même étendue d'eau. Or, au point indiqué sur le planisphère, se déroulait l'un de ces courants, le Kuro Schivo des Japonais, le fleuve noir qui, sorti du golfe du Bengale, où le chauffent les rayons perpendiculaires du soleil des tropiques, traverse le détroit de Malacca, prolonge la côte d'Asie, s'arrondit dans le Pacifique Nord jusqu'aux îles Aléoutiennes, charriant des troncs de camphrier et autres produits indigènes, et tranchant par le pur indigo de ces eaux chaudes avec les flots de l'océan. C'est ce courant que le Nautilus allait parcourir. Je le suivais du regard, je le voyais se perdre dans l'immensité du Pacifique, et je me sentais entraînée avec lui, quand Ned Land et Conseil apparurent à la porte du salon. Mes 2 braves compagnons restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux. « Où sommes-nous? Où sommes-nous » s'écria le Canadien. « Au Muséum du Québec ?»« S'il plaît à monsieur, répliqua Conseil, ce serait plutôt à l'hôtel du Saumerard. »« Mes amis, répondis-je en leur faisant signe d'entrer, vous n'êtes ni au Canada, ni en France, mais bien à bord du Nautilus et à 50 mètres au-dessous du niveau de la mer. »« Il faut croire, monsieur, puisque monsieur l'affirme, répliqua Conseil. Mais franchement, ce salon est fait pour étonner même un Flamand comme moi. Étonne-toi, mon ami, et regarde, car pour un classificateur de ta force, il y a de quoi travailler ici. Je n'avais pas besoin d'encourager Conseil. Le brave garçon penché sur les vitrines murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes. Classe des gastéropodes, famille des buccinoïdes, genre des porcelaines, espèce des Cyproea madagascariensis, etc. Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchyliologue, m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. Avais-je découvert qui il était, d'où il venait, où il allait, vers quelle profondeur il nous entraînait? Enfin, 1000 questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Voilà, c'est ainsi que se termine ma lecture de ce magnifique livre, et passionnant livre d'ailleurs. Je vais vous lire une petite citation avant de vous laisser. Alors, la mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira pas par elle. Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres, mais à 30 pieds au-dessous de son niveau. Leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît. Ah, monsieur, vivez, vivez au sein des mers.
Là seulement est l'indépendance. Là, je ne connais pas de maître. Là, je suis libre. Je vous souhaite une très très bonne soirée, de très beaux rêves pour certains, une très belle nuit et une très bonne matinée pour d'autres. Bonne soirée.